En France, pourquoi pas? Je pense que les gens doivent voyager avec un test. Moi, j'ai fait un test avant de voyager. Parce que c'est une question de responsabilité. Les compagnies ferroviaires, elles, réclament que les règles soient les mêmes partout. Thalys a déjà dû mettre en place ce type de mesures pour les voyages vers la Belgique et les Pays-Bas. Ce sont des mesures qui étaient à chaque fois différentes et donc pour plus de clarté, de facilité pour nos clients, nous demandons à ce qu'il y ait plus de coordination au niveau européen. Un décret détaillant les nouvelles mesures aux frontières sera publié demain. Et avec les variants britanniques et sud-africains, faut-il adapter les gestes barrières? Le mètre de distanciation sociale pourrait être revu. Faut-il augmenter la distanciation physique lorsqu'on ne porte pas de masque, soit dans la sphère privée ou lors d'un déjeuner au bureau par exemple? Le ministre de la Santé était interrogé sur le sujet hier soir. Sur la question de la distance de 2 mètres lorsqu'on ne porte pas de masque, c'est une question qui a été soulevée par le Haut Conseil, pour lequel nous avons sollicité des autorités sanitaires en complément, et pour voir s'il y a lieu de retravailler les protocoles sanitaires pour toutes les situations qui sont liées à cet écart sans masque. Le Haut Conseil de santé publique devrait bientôt publier son avis. Pour être considéré comme cas contact, il fallait jusqu'ici avoir été en présence d'un malade dans une pièce sans porter de masque et à moins d'1 mètre de distance, quelle que soit la durée de la rencontre. Aujourd'hui, la distance retenue serait élargie à 2 mètres. Pourquoi augmenter cet éloignement? Dans la ligne de mire des autorités, le variant anglais. On sait aujourd'hui qu'il est 50 à 70% plus contagieux. Cette recommandation paraît bien difficile à faire appliquer dans la sphère privée. Malgré tout, certains infectiologues préconisent d'aller plus loin. Il ne faut pas se tromper de cible. La meilleure protection, ce n'est pas la distanciation, c'est le fait d'avoir un masque bien porté, hermétique et filtrant. Et donc c'est au minimum un masque chirurgical qu'aujourd'hui on ne peut plus accepter finalement de se retrouver sans masque les uns auprès des autres. Autre argument selon lui, cette distance de 2 mètres, déjà appliquée dans d'autres pays comme les États-Unis, n'a pas empêché la propagation du virus. Et dans de telles conditions sanitaires, un événement mondial tel que les Jeux Olympiques de Tokyo sont-ils envisageables? Après plusieurs rumeurs persistantes, le Premier ministre japonais confirme que son pays maintient les compétitions. Johanna Citruc. Au cœur de Tokyo, le décompte se poursuit. Un peu partout dans la ville, les anneaux olympiques sont présents. Car les Jeux doivent débuter dans 6 mois, le 23 juillet prochain. Ils devaient initialement avoir lieu en 2020. Ils ont été repoussés d'1 an à cause de la pandémie de coronavirus. Mais à en croire le gouvernement, cette fois-ci sera la bonne. Au sujet des Jeux de Tokyo, cet événement sera un des symboles de l'humanité qui surmonte le Covid-19. Nous allons bien nous préparer sur les mesures anti-coronavirus à mettre en place. Nous sommes déterminés à travailler en étroite collaboration avec les autorités de la capitale, les organisateurs de Tokyo 2020 et le comité olympique pour organiser des Jeux sûrs et sécurisés. Si le Premier ministre se veut rassurant, c'est pour démentir les informations publiées quelques heures plus tôt par la presse britannique. Le journal The Times affirme que le gouvernement japonais aurait déjà pris la décision d'annuler les Jeux Olympiques et tenterait à la place d'obtenir l'organisation des JO de 2032, qui n'ont pas encore été attribués. Une idée qui pourrait séduire la population, car selon un récent sondage, plus de 80% des Japonais s'opposent au maintien de cet événement. La tenue des Jeux se joue sur l'ouverture ou non au public. Accueillir un grand nombre de spectateurs de l'étranger, ce qui augmenterait le risque de contamination, me paraît compliqué. Je me dis que des Jeux sans spectateurs et retransmis à l'étranger serait sans doute la seule option envisageable. Allez, non. Je me demande s'il ne serait pas possible de décaler de 4 ans l'ensemble du planning des Jeux. On aurait donc le Japon dans 4 ans, et ainsi de suite. De son côté, le CEO, le Comité international olympique, confirme la version du gouvernement japonais. Pour le moment, il dit n'avoir reçu aucune demande de report ou d'annulation. Une semaine après l'arrestation de l'opposant Alexei Navalny en Russie, l'Union européenne a de nouveau réclamé sa libération. Ses partisans, eux, se préparent à manifester ce week-end. On va en parler avec notre correspondant sur place, Léo Vidal-Giraud. Léo, je le disais, dans le titre, plusieurs soutiens d'Alexei Navalny ont été arrêtés ce matin, dont sa porte-parole.
Effectivement, plusieurs de ses proches, donc sa porte-parole Kira Yarmouch, plusieurs de ses représentants en province aussi, et puis pas mal des figures clés de son organisation, le Fonds de lutte contre la corruption, des gens qui avaient participé par exemple à son enquête vidéo qui dénonçait le palais secret de Vladimir Poutine, qui a été sorti en début de semaine. Beaucoup d'entre eux ont été condamnés à plusieurs jours de prison, manifestement pour leur faire manquer la journée de mobilisation de samedi. Finalement, tout ce qui s'est passé hier et aujourd'hui, c'est la conséquence logique d'une semaine de pression ininterrompue de la part du gouvernement russe. On a vu pas mal de visites de policiers chez des activistes connus, soit pour les arrêter, soit simplement, entre guillemets, pour les dissuader de sortir samedi. On s'attend de toute façon à ce que la répression dans les rues soit très très dure demain. Alexeï Navalny qui a par ailleurs eu ce matin le soutien de l'Union européenne, lui qui avait été soigné ces 6 derniers mois en Allemagne. Effectivement, ça vient s'ajouter aussi à une longue liste d'organisations et de pays étrangers qui ont apporté leur soutien à Alexeï Navalny, qui ont demandé sa libération. On a entendu la France, l'Allemagne, beaucoup de pays européens, le Parlement européen aussi en début de semaine. Dans tous les cas, la Russie a laissé entendre très clairement qu'il n'avait pas l'intention d'en tenir compte. Le ministère russe des Affaires étrangères a parlé d'une affaire intérieure. Sa porte-parole a même tout simplement répondu « Mêlez-vous de vos affaires et respectez la souveraineté russe ». Et puis, s'il fallait une preuve supplémentaire que la Russie n'a pas l'intention de tenir compte de ces pressions internationales, on a appris aujourd'hui, d'après certaines sources, que le gouvernement russe envisage de faire condamner Alexeï Navalny à jusqu'à 13 ans de prison ferme. Léo Vidal-Giraud en direct de Moscou pour France 24. Sa disparition début janvier avait suscité de nombreuses réactions dans son pays d'origine, au Sénégal. Diarisso, la jeune Sénégalaise étudiant à Paris, dit aller bien. Des mots rendus publics par le ministre de l'Eau. Voyez ce récit de Salomé Saké. Après 2 semaines de recherche effrénée, l'élève sénégalaise disparue refait surface. Dans des tweets, le ministre sénégalais de l'Eau, qui l'avait prise sous son aile, publie les extraits d'une lettre et d'un échange qu'il aurait eu avec elle. Elle assure être en sécurité et être partie de son plein gré, sans préciser les raisons de son silence. Si je ne m'étais pas manifestée jusqu'à présent, c'est pour la simple raison que j'étais dans l'impossibilité de le faire. S'il m'avait été possible de faire autrement, je n'aurais pas agi ainsi. Diarisso, 20 ans, a été distingué meilleur élève du Sénégal 2 années de suite, avant de commencer ses études au prestigieux lycée Louis-le-Grand. L'étudiante modèle, qui a même publié un livre l'année dernière, s'est pourtant volatilisée le 4 janvier dernier, sans laisser de traces. Dans sa lettre, beaucoup de questions laissées sans réponse. Aucun indice sur l'endroit où se trouve la jeune femme, issue d'un milieu modeste et érigée dans son pays comme l'incarnation de l'excellence. Les raisons de son départ restent, elles aussi, particulièrement floues. Elle évoque une pause pour retrouver ses esprits et insiste surtout sur ce que ce départ n'est pas. Je ne me cache pas, je ne fuis pas. Il ne s'agit ni de surmenage, ni de folie, ni de désir de liberté. Au Sénégal, le soulagement, mais aussi la colère. Sa disparition avait suscité une vive émotion à travers tout le pays. Des internautes fustigent son inconscience, d'autres soulignent les nombreuses zones d'ombre de cette affaire et doutent de la véracité de ses intrigantes déclarations. Le célèbre cascadeur français Rémi Julien est décédé dans la nuit des suites du Covid-19. L'homme aux 1400 productions a participé à plusieurs James Bond. Il était également la doublure d'Yves Montand ou encore d'Alain Delon. Louise Dupont du service culture de France 24 l'avait rencontré il y a quelques années. Regardez. 4 critères principaux, James qui gagne toujours, bel environnement, belle fille et de l'action. En 50 ans de carrière, vous avez dû voir passer énormément de nouveaux cascadeurs, aussi des nouvelles technologies. Les choses ont dû beaucoup changer, non? Oui, ça a beaucoup changé, oui, mais c'est pas une révolution, hein, c'est une évolution naturelle. Et moi, ça me plaît beaucoup. Avec les nouvelles techniques, on apprend toujours. La 9e édition du Vendée Globe, la dernière ligne droite pour les marins de cette course en solitaire et sans escale. À quelques jours de l'arrivée, 5 bateaux se disputent désormais la première place. Regardez. Le retour du vent a relancé la course. 75 jours après le départ, le Vendée Globe offre un suspense inédit. Mercredi prochain, les premiers skippers rejoindront les côtes vendéennes et boucleront leur tour du monde. En tête de la course, le Français Charlie Dalin est favori, mais en embuscade, Louis Burton profite du vent et vient même d'attraper la 2e place. On a traversé le minimum de vent cette nuit, et puis là, au petit matin, ça a commencé à rentrer, et maintenant, ça bombarde. En fait, ils sont 9 à encore prétendre à la victoire.
Un mouchoir de poche en tête de course et un classement général loin d'être figé, à l'image du Français Jean Le Cam. Officiellement, le Breton n'est que 8e, mais puisqu'il a secouru Kevin Escoffier, il obtiendra une bonification de 16 heures à l'arrivée. 2 mois et demi en mer pour les 25 marins encore en lice. Boulettes de viande, pois chiches, boulgour. Dernières encablures d'une course en solitaire, rythmée par le vent, la vitesse et les embruns, et parfois même par un peu de compagnie. Voilà, c'est la fin de ce journal. On se retrouve dans 15 minutes. À tout à l'heure. L'Afrique en 2021, un numéro exclusif de Jeune Afrique. Toutes les clés pour anticiper les évolutions du continent. Plus de 250 pages d'enquête, de reportages et d'analyses avec la contribution des plus grands experts, ainsi que 54 fiches pour comprendre les forces et les faiblesses de chaque pays. Disponible chez votre marchand de journaux et en édition digitale pour 1 € seulement. Jeune Afrique, bien s'informer, mieux décider. Bonjour et bienvenue dans le gros mot de l'écho. Quel rapport entre la pharmacie qui est derrière moi et les délocalisations entamées dans les années 90 ? L'épidémie de Covid nous a douloureusement donné la réponse. Quand la Chine s'est confinée en janvier 2020, le paracétamol est devenu une denrée rare en France. Pourquoi ? Parce que 80% des principes actifs vendus en Europe sont fabriqués en Asie. De quoi s'interroger sur la mondialisation. D'ailleurs, on ne parle plus de délocaliser, mais de relocaliser. La relocalisation, c'est le gros mot de la semaine, mais est-ce que c'est possible ? Et comment ça marche exactement ? Nous vous avons posé la question. Je sais pas, déplacer, replacer. Qu'est-ce que ça m'inspire ? Essayer de retrouver finalement, je dirais, les produits qu'on a autour de nous. Ça doit concerner, c'est vrai, surtout le tissu industriel qui est à refaire complètement et que finalement on a tout à gagner en termes d'autonomie. Pour ça, il faut peut-être des aides de l'État ou autre. Fatigué. Bonjour François Boss. Bonjour. Première question, la relocalisation, comment elle est définie par la science économique ? La relocalisation, c'est le rapatriement d'activités, ou en totalité ou partiellement, qui ont été précédemment délocalisées. Pourquoi on a délocalisé ? Alors ça coûtait moins cher ailleurs, parce que la première raison, évidemment, elle est en termes de coûts de production, et notamment la composante salaire. Et donc ça a été aussi une occasion pour des pays en développement d'accéder à l'industrialisation. Pourquoi on relocalise ? Il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord parce que les conditions de départ peuvent changer. C'est-à-dire que dans un pays comme la Chine, par exemple, les coûts de main-d'œuvre ont augmenté très fortement en une dizaine d'années, ce qui rend moins évident l'efficacité de ces délocalisations. Il y a des questions notamment environnementales et écologiques. C'est sûr que des marchés qui peuvent se fermer, des grands marchés qui peuvent se fermer justement parce que des pays ne respectent pas un certain nombre de normes, eh bien ça peut faciliter le rapatriement d'activités délocalisées. Il y a aussi des questions assez nouvelles qui ont été remises au goût du jour avec la crise du Covid-19. C'est toute la question autour de la souveraineté. Pour les pays, redevenir beaucoup plus autonomes, beaucoup plus souverains par rapport à des filières qui sont tout à fait stratégiques. Par exemple, comme filière ? Le médicament, naturellement. Car durant la crise du Covid, notamment la première phase, on a vu combien on avait manqué d'équipements pour les soignants, on avait manqué de principes actifs pour les médicaments. Est-ce que relocaliser, c'est revenir à la situation d'avant ?
Dans la plupart des cas, ce n'est pas un retour à l'identique. Il suffit de visiter ces nouvelles usines qui ont profité des relocalisations. On voit qu'il y a très peu d'employés dans ces usines parce qu'elles sont énormément robotisées. En fait, il y a peu d'emplois nouveaux à attendre de ces relocalisations, contrairement à ce qu'on entend ici ou là. Par contre, les emplois qui se créent se font dans le secteur périproductif, c'est-à-dire autour de l'entreprise. Pour un emploi créé dans l'industrie, vous avez 3-4 emplois qui vont se développer et néanmoins, c'est ça qui tire aussi la création d'emplois. Qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser les relocalisations? Est-ce qu'il y a des politiques publiques à mener? Vous avez évidemment tout ce qui vient faciliter le retour d'activité, les questions de la fiscalité en particulier. Il faut qu'elle soit attractive et non pas dissuasive. Il y a des subventions à verser aussi? Oui, il y a des subventions, il y a des aides publiques pour lancer ces dynamiques. On voit que des entreprises veulent se redévelopper, se réindustrialiser, relocaliser de la production, mais elles ont besoin évidemment d'innover et de se moderniser. Nous voici à Colmar, surnommée la Petite Venise française. Ne vous fiez pas à la beauté tranquille de ses canaux, elle cache une histoire pleine de bruit et de fureur, celle du textile. Premier employeur industriel jusqu'en 1975, le secteur ne compte plus que 5000 salariés au niveau régional. Parmi les raisons du déclin, les délocalisations massives vers l'Asie et les pays à bas salaire. D'ailleurs, la France fait partie de celles qui ont le plus délocalisé. L'industrie ne représente plus que 13% du PIB contre plus du double en Allemagne. À Hirsching, à 70 km de Colmar, l'usine Emmanuel Lang où nous nous trouvons a bien failli disparaître. Mais c'était sans compter avec son actuel propriétaire, Pierre Schmitt. En octobre 2013, il fait bloquer la vente aux enchères destinée à liquider le site. C'était le point crucial de la vente aux enchères parce qu'en fait, on a installé tout simplement une sirène qui faisait un bruit assourdissant. Et donc, les CRS ont essayé de débrancher cette sirène qui était rattachée à un compresseur. C'est ce bruit, en fait, qui a permis de stopper la vente aux enchères puisque plus personne ne pouvait se parler. Et physiquement, comme il y avait des tracteurs, des bottes de paille, la salle de vente était bloquée. En fait, voilà. Donc, c'était un événement fondateur d'une nouvelle aventure. Pourquoi c'était si important que cette usine reste ouverte? Chaque usine textile qui ferme définitivement. Elle ne revient jamais. Et je crois que les salariés ont vécu ça autour d'eux. Et on sait que lorsqu'une usine est démantelée, ce n'est pas uniquement l'usine, ce n'est pas uniquement les machines, c'est toute une filière, c'est tout le savoir-faire. Et c'est pour toujours. Non seulement l'usine Emmanuel Lang n'a pas fermé en 2013, mais elle a relocalisé la filature, la fabrication des fils de lin. Des machines françaises ont été rachetées à une usine hongroise, remontées pièce par pièce, mais personne ne savait les faire tourner à plein régime. Emmanuel Guth, 40 ans de filature, a retrouvé du travail inespéré. C'est bien la première fois que j'allais assister à la naissance d'une filature. J'en ai enterré quelques-unes, des vieilles dames comme ça, mais en remettre une en activité, ça m'est jamais arrivé. Ça fait quoi de déballer ces machines, de les remonter, de les entendre tourner à nouveau? Déjà, c'est bête à dire, mais ces machines, elles ont une odeur. Maison. Le lin, ça sent. Le textile, ça sent l'usine, quoi. Donc, ça fait plaisir. Aujourd'hui, l'usine Emmanuel Lang a retrouvé la rentabilité et compte bien la garder en pariant sur le lin. La France est premier producteur mondial, mais 80% de la matière première est exportée en Chine et en Europe de l'Est. Désormais, une partie de ce lin arrive ici, en Alsace, mais pas forcément pour être transformé en textile. Plus important pour l'avenir, là il y a quelques exemples, c'est de faire ce qu'on appelle les composites, les matériaux biosourcés. Notre objectif, c'est de remplacer tous les dérivés du pétrole et notamment également les fibres de verre. Et ces dérivés du pétrole et les fibres de verre, on ne peut pas aujourd'hui les recycler. Et en plus de ça, le lin a des qualités de légèreté, des qualités également de respirabilité et surtout, ça permet d'absorber les chocs.
Et d'ailleurs, Airbus, l'automobile électrique, s'intéresse beaucoup à ces nouveaux matériaux, les ont déjà un peu progressivement incorporés. Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu faire ces innovations sans la relocalisation? Est-ce que les deux phénomènes sont liés ou pas du tout? Il faut avoir tout sur place. On est en train de créer un véritable écosystème avec les agriculteurs qui ne sont pas loin, avec les constructeurs de machines qui sont à côté, avec les écoles et les laboratoires qui sont à Mulhouse et ailleurs. Et on a aujourd'hui pratiquement tous les éléments. Et c'est cette proximité quotidienne qui nous permet d'élaborer, de réfléchir aux matériaux. Autre élément indispensable pour relocaliser, les machines. Celles d'Emmanuel Lang sont fabriquées à 50 km de l'usine, à Guebwiller. Depuis 2 siècles, Schlumberger, leader planétaire, améliore ses machines textiles et les automatise. Objectif, innover et coller au prix mondial, ne pas être plus cher que la concurrence. Je pense qu'il est important pour les industriels qui veulent relocaliser ou régénérer une industrie textile en France d'atteindre le prix mondial. Pour atteindre le prix mondial, il n'y a pas plein de solutions, il faut être beaucoup plus productif que des gens dont les salaires sont 20-30% inférieurs. Alors sur les salaires, ça s'est amélioré, puisque maintenant, les salaires chinois, par exemple, sont finalement relativement proches des nôtres. On a 10% d'écart, 15% sur les gens très spécialisés dans le textile. Et ce surcroît de technologie et les circuits courts aussi vont nous permettre d'atteindre ce prix mondial. Donc a priori, ça crée moins d'emplois. Moins d'emplois, non, parce qu'en fait, finalement, depuis 30 ans, il n'y a plus d'emplois textiles, en particulier dans la filature. Les filatures ont tout simplement été toutes délocalisées. Donc, relocaliser des filatures, c'est créer de l'emploi net. Des créations d'emplois que l'on retrouve tout au bout de la chaîne. Exemple, cette boutique à Colmar qui ne vend que des vêtements fabriqués en France. Tous les textiles sont produits dans les ateliers de Pierre Schmitt. Une façon d'associer les consommateurs à l'effort de relocalisation. Le textile alsacien, un exemple de relocalisation en France. On résume depuis le début et en dessin. La relocalisation, c'est une sorte de casse-tête appliquée à l'économie. Le but, c'est de remettre tous les éléments dans le bon ordre. Sur la table, le jeu a été éparpillé façon puzzle par les délocalisations. Les usines sont dispersées dans le monde entier, en particulier dans les pays où le travail ne coûte pas cher. Chacun façonne donc une pièce bien précise, mais n'a jamais de vue d'ensemble. En cas de problème, tsunami, épidémie, accident industriel, un élément peut manquer et le puzzle est impossible à compléter. Relocaliser, c'est donc rapprocher tous ceux qui produisent le puzzle et les installer au plus près de leurs clients. En économie, on dit raccourcir la chaîne de valeur. Les pièces sont donc conçues et fabriquées dans une zone limitée. On reconstitue les filières industrielles, ce qui favoriserait l'innovation et l'emploi. Mais attention, pas tous les emplois. Les robots entrent dans la partie. Car pour continuer à produire vite et pas cher, les usines sont fortement automatisées. Tous les puzzles ne sont donc pas relocalisables, tout dépend de l'importance des pièces qu'on tient à assembler chez soi. Voilà, c'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à nous envoyer des suggestions de gros mots ou vos questions. C'est sur Twitter et sur Facebook. Portez-vous bien et protégez-vous des virus.
شو تسوي؟ تسوي شي وتشوف اسنانك كذا عقب داخله تحط ايدك شي كلهن واضحات يطلع واضح يطلع فيديو جميل. Vendus d'un simple clic, les animaux sauvages capturés en Afrique sont très prisés des grandes fortunes du golfe arabo-persique. Ce marché florissant est un désastre pour la biodiversité. Quand ils survivent au transport, ces animaux domestiqués ne peuvent revenir à leur milieu naturel. He's very kind of skittish and scared of any loud noise. It just startles him. So those are kind of the main issues. So you see that any noise and it's just. So I think a lot of it is the mental trauma that he's been through as well. Du Somaliland aux Émirats, découvrez les coulisses de ce trafic à grande échelle. Reporter, à voir sur France 24 et france24.com. À la une de ce journal, la Hongrie qui la joue solo et autorise le vaccin russe, un vaccin qui n'est pourtant pas validé par les instances européennes. Nous verrons dans ce journal si les Hongrois sont inquiets. La seconde vague de l'épidémie, beaucoup plus meurtrière en Afrique. Le taux de mortalité dépasse désormais la moyenne mondiale. Reportage aux Comores dans cette édition. Et puis l'étudiante sénégalaise Diarisso a contacté la police. Elle dit aller bien. L'enquête pour disparition inquiétante a donc été fermée. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. La Hongrie fait donc cavalier seul et annonce acheter de larges quantités du vaccin Sputnik V, le vaccin russe. Ailleurs dans le monde, d'autres pays ont également fait le choix de ce vaccin. Marc Pope. Pour le personnel hospitalier argentin, c'est déjà l'heure de la seconde dose. Ici, le vaccin russe Sputnik V a été homologué dès le 23 décembre et la campagne de vaccination a débuté 5 jours plus tard. A mí me genera más seguridad. Cuando nos enteramos que estaba la primera dosis, no dudé en anotarme. Même le président Alberto Fernandez est venu montrer l'exemple. Selon le Fonds souverain russe, le vaccin est autorisé dans une dizaine de pays, dont la Biélorussie, la Bolivie, le Venezuela ou encore l'Algérie. L'Union européenne, elle, reste frileuse. Seule la Hongrie y utilise officiellement le remède russe. Nem tudunk oltani, mert az Európai Gyógyszerügynökség még mindig nem engedélyezte. Ideiglenes engedélyt adott a Magyar Gyógyszerészeti Hatóság az AstraZeneca-ra, illetve a Sputnik vakcinára. Mais si l'Agence européenne des médicaments tarde à valider le vaccin russe, c'est aussi pour des raisons géopolitiques. Ich habe in der Tat mit dem russischen Präsidenten gesprochen. Es wird immer wieder gesagt, Russland hat diesen Impfstoff Sputnik V. Und ich habe gesagt, wenn wir da gemeinsam arbeiten wollen, und ich finde, über alle politischen Differenzen, die ja im Augenblick groß sind, hinweg, kann man in einer Pandemie auf dem humanitären Bereich zusammenarbeiten. Selon Moscou, le Sputnik V serait efficace à plus de 90%. Le Kremlin espère convaincre de plus en plus de pays grâce au faible coût du vaccin, près de 8 € la dose, et ainsi renforcer son influence sur la scène internationale. La Russie estime que plus d'1,5 million de personnes ont déjà été vaccinées dans le monde. Et la France, elle, annonce s'aligner sur ses voisins frontaliers. Elle demandera désormais un test PCR négatif aux voyageurs européens souhaitant entrer sur son territoire. Regardez. Des précautions renforcées aux frontières. Dans les aéroports et les ports français dès dimanche, les voyageurs en provenance d'un autre pays de l'Union européenne devront, pour entrer en France, présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures. Il y a notamment des variations du virus qui rendent la situation plus dure, plus inquiétante, plus contagieuse. Et donc nous avons pris ces mesures en coordination avec nos partenaires européens. La mesure ne s'appliquera pas aux frontières terrestres. Les chauffeurs routiers et les 350 000 travailleurs frontaliers n'auront donc pas à effectuer de tests PCR. À la mi-journée, il reste une question essentielle. Le gouvernement n'a toujours pas fait savoir si les passagers des trains en provenance d'un autre pays européen devront présenter ce test. À Bruxelles ce matin, les voyageurs y sont plutôt favorables. On rentre dimanche, on verra bien, quoi. S'il faut en faire un pour aller en France, pourquoi pas. Je pense que les gens doivent voyager avec un test. Moi, j'ai fait un test avant de voyager. C'est une question de responsabilité. Les compagnies ferroviaires, elles, réclament que les règles soient les mêmes partout.
Thalys a déjà dû mettre en place ce type de mesures pour les voyages vers la Belgique et les Pays-Bas. Ce sont des mesures qui étaient à chaque fois différentes et donc pour plus de clarté, de facilité pour nos clients, nous demandons à ce qu'il y ait plus de coordination au niveau européen. Un décret détaillant les nouvelles mesures aux frontières sera publié demain. Et l'Afrique, elle, subit de plein fouet cette seconde vague. Sur l'ensemble du continent, le taux de mortalité lié au Covid-19 est désormais supérieur à la moyenne mondiale. C'est le cas notamment aux Comores, où les bénévoles ont désormais du mal à acheminer les aides. Alexandre Capron, de la rédaction des Observateurs de France 24. Moélie est une des îles des Comores qui a été gravement touchée par une vague de Covid-19 qui a fait une vingtaine de morts à la mi-janvier. Une situation à laquelle les 50 000 habitants de l'île n'étaient pas vraiment préparés, les précédentes vagues ayant fait jusque-là 0 décès. Notre observateur est un bénévole pour plusieurs ONG à Moélie. Convaincre la population de la dangerosité du virus et de faire les gestes barrières n'a pas été facile. Certains n'acceptaient pas. Ils nous disaient, écoutez, on est au mois de décembre, on a tendance à avoir des fièvres partout. Quand il y a les flux, c'est comme ça. On a toujours des fièvres. Tout le monde disait, écoutez, c'est une politique, quoi, que vous voulez nous barrer tout, vous voulez nous mettre en prison, tout ça. Mais actuellement, vu le nombre de décès qu'il y a eu, la population elle est consciente qu'il y a un danger devant nous et qu'il est temps de se protéger afin d'éviter cette pandémie qui est très mortelle dans l'île de Moélie. On a mis des comités au sein du village et la population participe à travers ce comité juste pour la sensibilisation. On a installé 2 points de désinfection. Avant d'entrer au village ou dans le quartier, tu devais te laver, te désinfecter avant d'y entrer. Et même quand tu sors aussi, c'est obligatoire. Moélie a été durement touchée par une décision des autorités de limiter la circulation entre les îles comoriennes. Notre observateur craint que la crise sanitaire ne laisse bientôt place à une crise économique. Face à ce Covid, l'île est carrément isolée. Car, en fait, il y a un manque de tout. Il y a les bateaux qui, deux fois, s'ils partent à Moroni ou à Anjouan pour se ravitailler, et deux fois, ils sont contraints de rester au large. Pour eux, ils prennent des mesures pour que le virus ne se propage pas dans leurs îles. La population molienne ne veut que de l'agriculture. Et certains, eux, récoltent des bananes, des viandes, les envoient à la Grande Comore. Et actuellement, vu que tout est bloqué, certaines personnes vivent difficilement. Il est temps pour nous de se mobiliser, de sensibiliser pour mettre fin à cette pandémie du coronavirus. C'est un combat, on ne sort pas sans son masque, on se désinfecte à rentrer à la maison et là, tout est bien. Pour répondre à l'urgence sanitaire, les Comores ont d'ores et déjà accepté l'aide médicale de la Chine qui va bientôt envoyer une quarantaine de médecins sur place. Une campagne de vaccination inégale à travers le globe et dans ces conditions, un événement mondial tel que les Jeux Olympiques de Tokyo sont-ils envisageables? C'est la question que se posaient nos confrères du Times. Après plusieurs rumeurs persistantes, le Premier ministre japonais a donc confirmé que son pays maintenait les compétitions de l'été prochain. On l'écoute. Au sujet des Jeux de Tokyo, cet événement sera un des symboles de l'humanité qui surmonte le Covid-19. Nous allons bien nous préparer sur les mesures anti-coronavirus à mettre en place. Nous sommes déterminés à travailler en étroite collaboration avec les autorités de la capitale, les organisateurs de Tokyo 2020 et le comité olympique pour organiser des Jeux sûrs et sécurisés. Alors, comment cette annonce est perçue du côté de Tokyo? Écoutez la correspondance de Constantin Simon. L'article du Times fait l'effet d'une bombe, même s'il y avait eu depuis plusieurs jours plusieurs petites bombes. En fait, on parle depuis plusieurs jours de cette possible annulation des Jeux. Il y a eu des déclarations parfois mal interprétées dans les journaux. C'est un scénario possible, même si, vous le rappelez, le Premier ministre en personne est venu ce matin jouer le pompier pour éteindre cette mèche allumée par cet article explosif du Times. Il a précisé qu'il n'y avait pour l'instant pas d'annulation possible des Jeux, qu'ils auront bien lieu le 23 juillet. L'article citait une source anonyme dans la coalition gouvernementale qui affirmerait que pour la première fois le gouvernement japonais se serait enfin décidé, aurait même acté donc cette annulation des Jeux. Alors rappelons le contexte, il y a déjà eu un report des Jeux d'1 an, donc aujourd'hui on ne va pas encore une fois reporter ces Jeux, on ne va pas éternellement reporter les Olympiades, donc soit
ils ont lieu le 23 juillet prochain, soit ils sont annulés tout simplement. Et c'est le scénario envisagé par The Times. Alors, pour garder la face, le Japon, dans ce cas-là, pourrait peut-être être candidat aux prochaines échéances olympiques libres, c'est-à-dire 2032. Mais voilà, ça serait évidemment des milliards de yens dépensés, et bien qui n'auraient servi à rien. Donc c'est difficile pour le gouvernement d'accepter cela. Et officiellement, eh bien, il espère encore que la situation va changer, parce que le problème, il vient d'où ? Il vient de l'évolution de la situation sanitaire au Japon. Jusqu'ici, le pays était plutôt épargné. Donc, même s'il y avait du coronavirus un peu partout sur la planète, au Japon, on était plutôt à l'abri. On pouvait imaginer la tenue des Jeux, même avec aucun touriste qui viendrait de l'étranger, même avec finalement des stades complètement vides et pas de spectateurs, juste avec des athlètes. Mais là, depuis plusieurs semaines, il y a une explosion des contaminations, une propagation très très forte du virus. Pour vous donner un exemple, mardi, eh bien, pour la première fois, il y a eu plus de 100 morts en une journée. Ça n'était jamais arrivé depuis le début de l'épidémie ici au Japon. Et donc l'état d'urgence a été imposé. 2 semaines après les violences au Capitole, l'acte de mise en accusation de Donald Trump sera donc transmis lundi au Sénat, à qui il revient de le juger pour incitation à l'insurrection. Ce sont les mots du chef démocrate de la Chambre haute, Chuck Schumer. Les États-Unis, où Lloyd Austin a par ailleurs été confirmé à la tête du Pentagone, âgé de 67 ans, ce militaire de carrière qui a servi dans l'armée pendant 4 décennies, devient donc le premier homme noir à diriger le Pentagone. C'était une promesse de Joe Biden, plus de diversité et plus de parité. Une semaine après l'arrestation de l'opposant Alexeï Navalny en Russie, l'Union européenne a de nouveau réclamé sa libération. Ses partisans, eux, se préparent à manifester ce week-end. La police russe prévient, toute manifestation illégale sera réprimée. Écoutez la correspondance depuis Moscou de Léo Vidal-Giroud. Plusieurs de ses proches, donc sa porte-parole Kira Yarmouch, plusieurs de ses représentants en province aussi, et puis pas mal des figures clés de son organisation, le Fonds de lutte contre la corruption, des gens qui avaient participé par exemple à son enquête vidéo qui dénonçait le palais secret de Vladimir Poutine, qui a été sorti en début de semaine. Beaucoup d'entre eux ont été condamnés à plusieurs jours de prison, manifestement pour leur faire manquer la journée de mobilisation de samedi. Finalement, tout ce qui s'est passé hier et aujourd'hui, c'est la conséquence logique d'une semaine de pression ininterrompue de la part du gouvernement russe. On a vu pas mal de visites de policiers chez des activistes connus, soit pour les arrêter, soit simplement, entre guillemets, pour les dissuader de sortir samedi. On s'attend de toute façon à ce que la répression dans les rues soit très très dure demain. Sa disparition début janvier avait suscité de nombreuses réactions dans son pays d'origine, le Sénégal. Diarisso, la jeune étudiante sénégalaise à Paris, dit aller bien. Des mots rendus publics par le ministre sénégalais de l'eau, Salomé Saké. Après 2 semaines de recherche effrénée, l'élève sénégalaise disparue refait surface. Dans des tweets, le ministre sénégalais de l'eau, qui l'avait prise sous son aile, publie les extraits d'une lettre et d'un échange qu'il aurait eu avec elle. Elle assure être en sécurité et être partie de son plein gré, sans préciser les raisons de son silence. Si je ne m'étais pas manifestée jusqu'à présent, c'est pour la simple raison que j'étais dans l'impossibilité de le faire. S'il m'avait été possible de faire autrement, je n'aurais pas agi ainsi. Diarisso, 20 ans, a été distingué meilleur élève du Sénégal 2 années de suite, avant de commencer ses études au prestigieux lycée Louis-le-Grand. L'étudiante modèle, qui a même publié un livre l'année dernière, s'est pourtant volatilisée le 4 janvier dernier, sans laisser de traces. Dans sa lettre, beaucoup de questions laissées sans réponse. Aucun indice sur l'endroit où se trouve la jeune femme, issue d'un milieu modeste et érigée dans son pays comme l'incarnation de l'excellence. Les raisons de son départ restent, elles aussi, particulièrement floues. Elle évoque une pause pour retrouver ses esprits et insiste surtout sur ce que ce départ n'est pas. Je ne me cache pas, je ne fuis pas. Il ne s'agit ni de surmenage, ni de folie, ni de désir de liberté. Au Sénégal, le soulagement, mais aussi la colère. Sa disparition avait suscité une vive émotion à travers tout le pays. Des internautes fustigent son inconscience, d'autres soulignent les nombreuses zones d'ombre de cette affaire et doutent de la véracité de ses intrigantes déclarations. Cette découverte maintenant qui nous emmène en Argentine. Des chercheurs auraient trouvé le squelette de ce qui est très certainement le plus grand dinosaure jamais mis au jour. Il avait été réalisé en 2012 au hasard, mais les travaux d'excavation n'avaient commencé qu'en 2015.
Voilà, c'est la fin de ce journal, mais l'info, elle, continue sur notre site internet www.france24.com avec à la une aujourd'hui les masques. Alors voilà, on le voit, ça y est, Covid-19 en France, certains masques en tissu sont désormais interdits. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à notre site internet. On se retrouve dans 15 minutes, à tout à l'heure. Demain sera novateur, connecté, engagé, communicant. Demain sera vous, demain sera nous. ISEG, l'école des nouvelles intelligences de la communication, avec vous dans 7 villes de France. Piano. Symbole de la ville, aujourd'hui totalement détruit. Cette crise humanitaire entretenue par ce blocus, avant même l'annonce des tendances officielles par la commission électorale, que la circulation est interdite. Le résultat de ce scrutin, c'est donc un camouflet pour la politique de rapprochement. Avec une hausse des moyens de 4,5 milliards de dollars. Rechargez-vous en regardant votre programme avec la Smart EQ42 100% électrique. Smart. À partir de maintenant, vous appartenez chacune à votre époux et lui devez une soumission totale instaurée par Allah. Sans sa permission, vous n'avez pas le droit de sortir, ni même celui d'accourir à mon chevet. Ainsi, et à cette seule condition, vous serez des épouses accomplies. Merci pour cette lecture, Djaïli Amadou Amal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une des plumes de la littérature au Cameroun, figure de proue du droit des femmes dans le pays. Ce que vous venez de lire, c'est un extrait de votre livre Les Impatientes, publié en France aux éditions Emmanuel Collat. C'est un livre qui est lauréat du Goncourt des lycéens 2020. Bravo pour ça. Merci. Dans cet extrait, en fait, ce qu'on entend, ce sont les conseils que donne un père à sa toute jeune fille, Ramla, avant son mariage. On entend aussi plus tard « soumission totale »,« soyez esclaves, ne réclamez rien ». Alors, quand le lecteur lit ça au tout début du livre, il est vraiment très choqué. Est-ce que c'est le quotidien de ce que vivent les femmes aujourd'hui au nord du Cameroun ? Eh bien, c'est plutôt le quotidien de ce que vivent les femmes partout dans le Sahel. La condition des femmes, elle est la même au Nord Cameroun, mais également dans tous les autres pays de l'Afrique subsaharienne, aussi bien chez les musulmans, les chrétiens ou les autres, aussi bien au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso, elle reste la même. C'est une société patriarcale et évidemment une société soumise à des traditions, à des pesanteurs socioculturelles qui font évidemment que la place de la femme reste encore très très difficile. Mmh. Et dans ce livre, Ramla, qu'on a entendu, c'est l'une des 3 jeunes filles. Il y a 3 histoires qui racontent en fait le mariage forcé dans un premier temps, puis les violences sexuelles conjugales et après la polygamie. La patience, que vous appelez Mounial, c'est le fil rouge en quelque sorte entre ces 3 récits. Mais patience dans votre écriture, dans votre bouche, ne veut pas dire patience, si? Effectivement, quand on dit à une jeune femme, surtout dans le cadre du mariage, patiente, supporte, accepte tout, ça ne veut pas dire que patiente, en fait, ça veut dire, voilà, supporte tout, accepte tout pour le bonheur des enfants, pour le bonheur du conjoint, pour l'honneur de la famille, en bref, soumets-toi et surtout sans te plaindre. Oui, soumets-toi sans te plaindre. Votre livre, on l'a dit, a obtenu le prix Goncourt des lycéens 2020. Léa Hurel est allée à la rencontre de 2 des jeunes jurés. Elles nous disent pourquoi elles ont voulu récompenser les impatientes. On les écoute.
Premièrement parce que c'est un livre qui se distingue par son sujet, son thème, très très percutant. Donc quand on le lit, premièrement on est choqué par ce qu'on lit, mais aussi parce que c'est un livre qui est à la fois simple et facile à lire, mais aussi d'un autre côté complexe par sa polyphonie et la complexité de l'histoire et l'agencement de tous les personnages. Moi je pense que c'est un livre qui a vraiment un message d'avant tout de libérer la parole sur des sujets qui peuvent être compliqués. Et je pense que c'est un message qui parle surtout aux jeunes qui veulent pouvoir s'exprimer davantage, qui ont vraiment cette volonté d'imposer leurs idées, leurs opinions. Et je pense que ce livre aide vraiment à ça. Et c'est pour ça qu'il a eu autant de résonance, je pense, parmi les lycéens. Voilà pour les avis de ces jeunes jurés. Le fait que ce soit une récompense d'étudiants, est-ce que c'est porteur d'espoir pour vous ? Voilà, pour moi, c'est le prix le plus beau, justement, parce que ce sont les jeunes qui ont aimé le livre, qui l'ont choisi. Et évidemment, que des jeunes s'intéressent à des sujets aussi graves que la condition des femmes, mais également les violences faites aux femmes, qui restent quand même, il faut le souligner, un sujet universel. Eh bien, c'est tout simplement de l'espoir pour l'avenir. Oui, alors ces jeunes filles que vous décrivez, elles vivent véritablement un enfer et un enfermement. C'est révoltant et pourtant ça dure au Sahel. Pourquoi ? Eh bien, on l'a dit, les pesanteurs socioculturels, tout d'abord, mais également d'autres facteurs. Quand on parle du mariage précoce et forcé, qui reste quand même la violence la plus pernicieuse qui soit, il faut rappeler qu'il y a aussi des facteurs sur lesquels on n'a pas d'emprise. Les changements climatiques, par exemple, avec une population qui vit essentiellement de la terre, l'agriculture, l'élevage fait en sorte qu'il y a la famine, qu'il y a la précarité, la situation sécuritaire, etc. Tout ça, ça n'aide pas justement à ce que la condition des femmes évolue, et ce sont des facteurs sur lesquels on n'a pas d'emprise. Évidemment, autre chose, c'est la mauvaise interprétation des textes religieux, c'est les pesanteurs socioculturels avec des traditions millénaires sur lesquelles aujourd'hui on se rattache alors qu'on n'y comprend rien, etc. Donc il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Il y a aussi le fait que c'est entretenu par les familles elles-mêmes, par le père, on le voit dans votre récit, par le père, par les pères, on peut dire, par la mère, par les oncles. Enfin, tout le monde est complice en quelque sorte de cette situation. Votre livre, il a été publié aussi au Cameroun il y a 3 ans de cela. Il a été lauréat du prix Orange pour l'Afrique 2019. Est-ce que vous pensez que votre livre, et puis ce prix, il va permettre de donner plus de visibilité à votre combat sur le continent africain ? Eh bien oui, le livre est publié donc en 2017 sous le titre Mounial, les larmes de la patience. Il est coédité dans plus de 10 pays en Afrique subsaharienne. Évidemment, je pense que oui, que le livre soit disponible, accessible en Afrique à un moindre coût, permet quand même qu'on puisse avoir accès à ce livre, le lire et prendre conscience de certaines choses. Par rapport à votre question de toute la deuil, il faut quand même rappeler que la plupart des violences faites aux femmes sont perpétuées par les femmes elles-mêmes avant que les hommes ne s'en chargent. Et donc, c'est pour cela que c'est important d'en parler, et d'en prendre conscience, et que nous, les femmes, nous puissions protéger nos filles et que nous puissions, arrêter les choses. Et votre livre y contribue. Alors, Marion Chaval a demandé à Véronique Tadjo, qui est présidente du jury du prix Orange, qui est écrivaine, elle aussi, si elle avait un message à vous faire passer, et le voici depuis Londres. De continuer sur sa lancée, c'est-à-dire de continuer à écrire dans la sincérité de ce qu'elle veut dire, dans son combat aussi pour les femmes et pour l'émancipation et l'éducation des jeunes filles, mais aussi dans d'autres sujets, des sujets, le monde est plein de sujets, et aujourd'hui nous sommes interpellés par tant de choses, et l'important c'est de donner son point de vue. L'important, c'est de regarder le monde de sa fenêtre et de pouvoir transmettre cette vision. Et voilà, donc je lui dis, ce que je pourrais lui dire, c'est de continuer à être aussi sincère que possible avec elle-même. Alors, continuez. Eh bien, je promets à Véronique de continuer, tout simplement. Et comment est-ce que vous avez procédé pour l'écriture de ce livre ? Est-ce que vous avez rencontré des femmes ? Est-ce que vous avez pris des témoignages ? Ce sont des femmes que vous connaissez ?
Eh bien, c'est comme d'habitude. À chaque fois que j'écris, je fais beaucoup d'enquêtes sur le terrain. Mais évidemment, là, je le dis aussi en début du roman, tous les faits de ce roman sont inspirés des faits réels. Eh bien, je me suis inspirée d'abord de ma propre histoire et puis également de celle de tout mon entourage. En réalité, je n'ai même pas tellement eu besoin pour ce roman-là de faire des enquêtes parce que c'est la vie de tous les jours. C'est les femmes, les amis, l'entourage et c'est toutes les femmes qui vivent à peu près la même chose, à quelques différences près. Donc, je pense que toutes les femmes du Sahel se reconnaîtront quand même dans ce roman-là. Et votre engagement, en fait, il n'est pas que littéraire. Vous avez aussi créé en 2012 une association qui s'appelle Femmes du Sahel. Quelle est votre action sur le terrain ? Eh bien, Femmes du Sahel, j'ai décidé de créer cette association pour pouvoir faire du concret, mettre sur le terrain des actions qui permettent de faire avancer la cause des femmes, tout simplement. Nous parrainons des enfants, une prise en charge complète de leur scolarité. Nous créons des petites bibliothèques scolaires, mais nous faisons surtout beaucoup de sensibilisation et de causeries éducatives dans les lycées, dans les collèges, pour parler de l'importance de l'éducation pour les filles, l'importance pour elles de continuer leurs études le plus longtemps possible et d'apprendre un métier, mais également comment se prémunir des violences et notamment le mariage précoce et forcé. Et puis, quelques activités aussi de développement, aider les femmes à mieux gérer leurs ressources, les accompagner sur certains projets d'agriculture, d'élevage, de petits commerces, etc. Bref, montrer aux femmes tout simplement que l'indépendance commence par l'indépendance financière et que les petites filles ont autant de droits que les petits garçons. Merci beaucoup. Merci. Et pour finir cette émission, on vous a demandé de nous recommander un coup de cœur culturel et vous avez choisi Lupin dans l'ombre d'Arsène. Pourquoi ce choix ? Eh bien, je viens de découvrir cette série que j'ai beaucoup aimée. Et évidemment, l'acteur est formidable. Omar Sy. Et puis, j'ai adoré cette série. Et vraiment, je vous le recommande. On va voir quelques images. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre livre, Les Impatientes, publié aux éditions Emmanuel Colas. Merci beaucoup. Et puis, le site de l'association est évidemment disponible, femmesdusahel.org, tout simplement. Merci pour beaucoup. Regarder ce qu'on fait. On le fera. Merci beaucoup, Djaïli, et à très bientôt. C'est la fin de cette émission et on se quitte donc avec des images de cette série que vous nous recommandez, Lupin dans l'ombre d'Arsène, visible sur Netflix. À très bientôt. Vous m'avez sous-estimé. Parce que vous m'avez pas regardé. Vous m'avez vu, mais vous m'avez pas regardé. Tu ne demandes pas ce que t'as fait de ta nuit? Franchement, rien de spécial. Bien sûr. Oh. Ça va mieux, hein? Merci. Vous avez regardé votre programme avec la Smart EQ42 100% électrique. Smart. Hello la famille, je vous donne rendez-vous pour de nouveaux épisodes chaque semaine de Légendes urbaines. Au programme, des coups de cœur, des coups de gueule, des parcours de vie incroyables et surtout, la face cachée que l'on ne voit que trop peu souvent de ces artistes urbains mondiaux. En attendant, paix, amour, lumière sur vous, point love. Légendes urbaines, désormais sur France 24 et France24.com.
jardins bioéthiques, nous sommes convaincus que les solutions viennent du local. Pour valoriser cet engagement à produire localement avec des ingrédients français, nous avons choisi la certification Origine France Garantie, que vous trouverez dès 2021 sur 60 produits jardins bioéthiques. À la une de ce journal, la Hongrie qui la joue solo et autorise le vaccin russe, un vaccin qui n'est pourtant pas validé par les instances européennes. Nous verrons dans ce journal si les Hongrois sont inquiets. La seconde vague de l'épidémie, beaucoup plus meurtrière en Afrique. Le taux de mortalité dépasse désormais la moyenne mondiale. Reportage aux Comores dans cette édition. Et puis l'étudiante sénégalaise Diarisso a contacté la police. Elle dit aller bien. L'enquête pour disparition inquiétante a donc été fermée. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. La Hongrie fait donc cavalier seul et annonce acheter de larges quantités du vaccin Sputnik V, le vaccin russe. Ailleurs dans le monde, d'autres pays ont également fait le choix de ce vaccin. Marc Pope. Pour le personnel hospitalier argentin, c'est déjà l'heure de la seconde dose. Ici, le vaccin russe Sputnik V a été homologué dès le 23 décembre et la campagne de vaccination a débuté 5 jours plus tard. A mí me genera más seguridad. Cuando nos enteramos que estaba la primera dosis, no dudé en anotarme. Même le président Alberto Fernandez est venu montrer l'exemple. Selon le Fonds souverain russe, le vaccin est autorisé dans une dizaine de pays, dont la Biélorussie, la Bolivie, le Venezuela ou encore l'Algérie. L'Union européenne, elle, reste frileuse. Seule la Hongrie y utilise officiellement le remède russe. Nem tudunk oltani, mert az Európai Gyógyszerügynökség még mindig nem engedélyezte. Ideiglenes engedélyt adott a Magyar Gyógyszerészeti Hatóság az AstraZeneca-ra, illetve a Sputnik vakcinára. Mais si l'Agence européenne des médicaments tarde à valider le vaccin russe, c'est aussi pour des raisons géopolitiques. Ich habe in der Tat mit dem russischen Präsidenten gesprochen. Es wird immer wieder gesagt, Russland hat diesen Impfstoff Sputnik V. Und ich habe gesagt, wenn wir da gemeinsam arbeiten wollen, und ich finde, über alle politischen Differenzen, die ja im Augenblick groß sind, hinweg, kann man in einer Pandemie auf dem humanitären Bereich zusammenarbeiten. Selon Moscou, le Sputnik V serait efficace à plus de 90%. Le Kremlin espère convaincre de plus en plus de pays grâce au faible coût du vaccin, près de 8 € la dose, et ainsi renforcer son influence sur la scène internationale. La Russie estime que plus d'1,5 million de personnes ont déjà été vaccinées dans le monde. Et la France, elle, annonce s'aligner sur ses voisins frontaliers. Elle demandera désormais un test PCR négatif aux voyageurs européens souhaitant entrer sur son territoire. Regardez. Des précautions renforcées aux frontières. Dans les aéroports et les ports français, dès dimanche, les voyageurs en provenance d'un autre pays de l'Union européenne devront, pour entrer en France, présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures. Il y a notamment des variations du virus qui rendent la situation plus dure, plus inquiétante, plus contagieuse. Et donc nous avons pris ces mesures en coordination avec nos partenaires européens. La mesure ne s'appliquera pas aux frontières terrestres. Les chauffeurs routiers et les 350 000 travailleurs frontaliers n'auront donc pas à effectuer de tests PCR. À la mi-journée, il reste une question essentielle. Le gouvernement n'a toujours pas fait savoir si les passagers des trains en provenance d'un autre pays européen devront présenter ce test. À Bruxelles ce matin, les voyageurs y sont plutôt favorables. On rentre dimanche, on verra bien, quoi. S'il faut en faire un pour aller en France, pourquoi pas. Je pense que les gens doivent voyager avec un test. Moi, j'ai fait un test avant de voyager. C'est une question de responsabilité. Les compagnies ferroviaires, elles, réclament que les règles soient les mêmes partout. Thalys a déjà dû mettre en place ce type de mesures pour les voyages vers la Belgique et les Pays-Bas. Ce sont des mesures qui étaient à chaque fois différentes et donc pour plus de clarté et de facilité pour nos clients,
nous demandons à ce qu'il y ait plus de coordination au niveau européen. Un décret détaillant les nouvelles mesures aux frontières sera publié demain. Et l'Afrique, elle, subit de plein fouet cette seconde vague. Sur l'ensemble du continent, le taux de mortalité lié au Covid-19 est désormais supérieur à la moyenne mondiale. C'est le cas notamment au